Bonjour et bienvenue dans En l'intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Eyus et avec moi il y aura Alexandre Caoudal Hello! et Maude Gassel. Salut! Aujourd'hui, on plonge dans les sources, oui, mais dans quelles sources? Les sources de l'animation japonaise. Aux sources de l'animation japonaise est un ouvrage de Marie Pruvot-Delâtre paru en 2021 aux presses universitaires de Rennes, qui se base sur la thèse qu'elle a soutenue quelques années plus tôt. L'ouvrage très très complet aborde le studio Toei Doga, qui est surtout connu maintenant sous le nom Studio Toei Animation, connu notamment pour One Piece ou Dragon Ball. Marie Pruvot-Delâtre choisit de se concentrer sur la période qui va du milieu des années 50 au début des années 70, même si, on le verra, l'ouvrage essaye d'avoir un point de vue plus holistique sur l'animation japonaise, en présentant les sources de l'animation japonaise, en parlant de ses débuts jusque pendant la guerre, et abordera ensuite ce qu'est devenu l'animation japonaise après le studio, notamment dans l'idée de conserver un héritage, et est intéressant parce que avec les prémices de ce studio-là, nous permettra, nous qui nous intéressons à l'animation japonaise, de mieux comprendre son fonctionnement. Avant de parler de manière étendue de cet ouvrage, j'aimerais savoir quel est votre avis, Alexandre et Maude, aux sources de l'animation japonaise. J'ai une opinion qui va être assez rapide à exposer. Moi, le livre, je le trouve utile. Je suis assez contente de l'avoir lu. Le manga Eiga, les films de la Toei, quand on s'intéresse un petit peu, moi, mais je pense que Alexandre et Simon, vous serez d'accord, quand on vient de l'université, d'études universitaires et qu'on s'intéresse à l'animation japonaise sous cet angle-là, donc de la recherche, on en vient souvent à discuter des différences entre ce qui va être l'animé, une forme télévisuelle et une forme plus cinématographique qui serait du manga Eiga. Je balais des très très grands termes, mais je suis sûr qu'on y reviendra beaucoup plus en détail un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc souvent, c'est des termes comme ça qui vont être jetés et qu'on va demander à nous autres étudiantes de mémoriser et puis de différencier. Donc ce livre-là, il a l'avantage de faire un historique extrêmement complet et assez méticuleux de ces termes et de ces films, qui sont pas forcément des films largement vus par les fans d'animation japonaise. On voit Le Serpent Blanc, évidemment, parce que c'est le premier film en couleur, etc. Mais c'est pas que des films qui sont forcément très connus. Et donc j'aime bien ce travail un peu d'inventaire que Marie Pruvot-Delâtre va faire, et ce travail assez méticuleux qui va consister à aller regarder la carrière sur le très long terme des animateurs, se poser la question de où étaient les animateurs avant d'être à la Toei, qu'est-ce qu'était la Toei avant d'être la Toei, où est-ce qu'elle a fini. Donc c'est quand même assez chouette. Elle va vraiment regarder beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup d'œuvres, des choses auxquelles on n'a pas spécialement forcément beaucoup accès. Elle va regarder des sources premières, essayer de déterminer quel est le multiplan, etc. Donc c'est vraiment très sérieux. Le problème, c'est que c'est aussi trop sérieux et que à la lecture, c'est quand même parfois assez pénible, dans le sens où il y a beaucoup de moments qui sont passés à soit dire une banalité, soit évoquer quelque chose qu'on sait déjà, soit finalement dire que tout ce qu'elle vient de dire était pas si important parce que on peut pas parler de premier film. Donc il y a un sérieux universitaire qui, je pense, est une grande qualité du livre, mais qui aussi le retient beaucoup en lecture de hobby ou d'intérêt. C'est-à-dire que si vous êtes cinéphile ou juste intéressé par l'animation japonaise, ce livre, il est intéressant, mais il s'adresse vraiment aux universitaires et ça se sent dans sa rigidité aussi. J'ai vraiment des grosses réserves sur sa forme et sur certaines de ses conclusions. Après, je pense assez heureuse que le livre existe, parce qu'il permet à tout un tas de personnes de partir de là et de pas repartir de à chaque fois les années 50. Donc voilà, je pense que c'est un outil avant tout. Je profite de ton intervention, Maude, pour préciser peut-être ce qu'est le manga Eiga, qui est, à mon sens, et qui se confirme après avoir lu le livre, quelque chose qui tient plutôt d'une sorte de qualificatif pour élever les œuvres à une sorte d'héritage, plutôt que quelque chose d'effectif dans l'animation japonaise. En effet, le manga Eiga désigne premièrement les films en animation qui se sont faits à l'époque des studios Toei, mais ne désigne vraiment qu'une très faible partie de cette production-là, qui, on va le voir pendant l'exploration du livre, est assez vite balayée durant les années 60 avec de nombreuses adaptations de manga, puisque le manga Eiga désignait à la base des adaptations de contes et légendes majoritairement asiatiques, alors que la production du studio Toei va de plus en plus s'ouvrir au manga et aux contes étrangers. Le manga Eiga, c'est surtout un terme qui a été employé par Miyazaki et les studios Ghibli pour désigner l'héritage dans lequel il s'ancre, mais je pense que c'est quelque chose qui tient plus d'une forme de tradition de l'animation
qui aurait existé à une période définie. Et de cette période définie, on va se rendre compte, grâce à cet ouvrage-là, que cet avis-là est aussi à nuancer. Et c'est à ce niveau-là que je trouve que l'ouvrage est intéressant, c'est-à-dire que d'une affirmation comme quoi il existerait les animés d'une part et l'animation japonaise d'autre part, le livre va compliquer ça pour montrer que les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles en ont l'air, et que c'est à travers justement des réseaux tels que l'arrivée d'animateurs sur des séries d'animation télévisuelles que vont aussi se créer de nouveaux talents et se poursuivre aussi les talents d'animateurs qui ont officié dans le long métrage. Maintenant que j'ai posé ça, ce qui dit aussi un peu mon avis sur le livre, j'aimerais savoir ce qu'Alexandre en a pensé. À vrai dire, je suis d'accord avec vous deux. C'est un livre, déjà, j'ai une petite histoire, si on veut, personnelle par rapport à ce livre, étant donné que, comme tu le disais, Maud, c'est des sources qui nous intéressaient, enfin des intérêts qu'on avait lorsqu'on menait nos travaux de recherche à l'université, et j'avais contacté à l'époque Marie Pruvot-Delap qui m'avait fait parvenir sa thèse. Du coup, c'était curieusement plaisant par moments de retrouver des passages du texte que j'avais déjà parcouru lorsque je tentais d'écrire mon mémoire. Et comme vous l'avez dit, ouais, c'est un livre qui est autant riche et instructif qu'il peut être austère du fait que c'est un ouvrage universitaire. J'avais oublié à quel point c'était des lectures laborieuses au sens littéral du terme, quoi, qui demandent vraiment un travail quand on s'y met et qu'on s'y plonge. Surtout en ayant l'objectif d'en faire un compte-rendu qu'on est en train de faire ici. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est les rappels contextuels que fait Marie Pruvot-Delap. C'est-à-dire, plutôt que de ne s'intéresser qu'aux films d'animation, croiser leur histoire avec une histoire technique, une histoire des syndicats d'animateurs au Japon, donc une histoire aussi politique, également une histoire commerciale avec le marketing, enfin, ce qui permet de remettre en perspective beaucoup de choses et de se rendre compte de cette complexité que tu évoquais, Simon. Et par-dessus tout, moi, ce qui m'a, je pense, le plus intéressé, le plus donné envie de voir de films aussi en tant que modeste amateur de films d'animation, c'est que la Toei était véritablement un vivier. On peut le voir comme une sorte d'incubateur d'animateurs, de professionnels de l'animation. Le fait comme ça qu'elle mette constamment en avant des animateurs qui sont moins identifiés, pas autant que Miyazaki ou même Takahata, et qu'elle rappelle vraiment leur rôle dans l'histoire du studio, ça a attisé constamment ma curiosité. Et ça rappelle aussi le travail que peuvent faire les fans d'animation japonaise contemporains qui vont s'attarder sur les sakuga, c'est-à-dire les moments d'animation, en essayant d'identifier les styles spécifiques d'animateurs et combien tel ou tel animateur a pu apporter sa patte à un épisode. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous disiez tous les deux, et c'est un peu ce que permet la forme universitaire avec tous ses défauts qui sont nombreux. C'est qu'en fait, on connaît cette sorte d'histoire de l'animation japonaise parce qu'elle nous a été racontée par des figures qui sont aujourd'hui très connues comme Miyazaki, Takahata et Ghibli et Suzuki. Et donc il y a toute une légende qui s'est créée, et comme une idée reçue de avant l'animation japonaise, c'était d'une certaine manière, puis ça a évolué avec telle série qui a permis le passage à cette technique, puis ensuite cette technique, puis maintenant machin. Ce qui est chouette, c'est que Pruvot-Delap, elle entend ça, et nous aussi d'ailleurs, hein. Mais elle va dire ok, d'accord, on dit ça, et elle va vérifier. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment le travail bête et méchant de l'université, et je le dis sans mépris, hein, je veux dire qu'il y a un truc d'aller vraiment regarder les films, regarder ce qui se disait à l'époque, regarder qui travaillait où. C'est pour ça que le livre, il est pas forcément agréable à lire, dans le sens où parfois, en fait, elle passe beaucoup de temps à démontrer que quelque chose n'existait pas. Enfin voilà, c'est parfois assez laborieux, on a l'impression de passer 20 pages pour qu'à la fin, elle nous dise que les séries télé et les films étaient peut-être pas si séparés les uns des autres. Donc ça peut avoir un côté assez frustrant, on a l'impression de faire du surplace, mais en même temps, ce qui est chouette, c'est que du coup, je trouve qu'elle s'insère pas du tout dans la légende de l'animation japonaise qu'on a tendance à un petit peu se raconter en tant que communauté. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et en même temps, de cette légende, il y a quand même une sorte de base de vérité aussi, et que de fait, la Toei est un studio qui est, d'un certain point de vue, assez pionnier. C'est le premier de cette importance-là, qui fait ses projets de cette importance. Il a un rôle de prescripteur de ce que va faire l'industrie, de formateur, de formation, de lieu où l'argent arrive et où les animateurs partent. C'est intéressant de regarder ce que Studio a produit et dans quelles circonstances, même de façon aussi factuelle que ça. Et ça revient avec ce que tu disais, Simon, un petit peu aussi, c'est que l'animation japonaise, j'ai l'impression que quand on en parle, on est prise souvent entre deux feux. D'un côté, des gens très universitaires, et je pense, là je vais être méchante, mais je pense que c'est pas justifié, mais peut-être un petit peu trop dans l'interprétation ou dans l'analyse que je trouve parfois tirée par les cheveux. Moi, je pense à Thomas Lamar qui parfois dit des choses avec lesquelles je suis pas trop d'accord, et je trouve que il sort des analyses sur Miyazaki et le multiplan qui sont un peu bizarres, même si il est certainement plus intelligent que moi et qu'il a mieux travaillé son sujet que moi. Donc mais je dis non, ça tu vraiment es très intelligente. rapidement.
Et oui, je sais, c'était une blague. Non, mais voilà, donc il y a des gens comme ça, comme Thomas Lamar, que j'ai du mal à suivre dans leurs interprétations, qui je trouve vont parfois transformer les œuvres qui sont des œuvres commerciales et assez génériques en des choses extrêmement méta sur les médias, sur les choses comme ça, sur des sortes d'images, une sorte de métadiscours qui parfois est trop complexe, je trouve, pas toujours évidemment. Et de l'autre côté, des fans d'animation japonaise qui vont faire un travail méticuleux de retracer les carrières, de retracer les animations de tels animateurs, etc., mais qui sont du coup des fans qui vont pas avoir accès à certaines ressources, qui vont pas forcément avoir la même rigueur, donc qui vont mal attribuer certaines choses, qui vont partir de certaines idées reçues, etc., et qui vont aussi produire un travail d'une certaine manière parcellaire. Et l'avantage de ce livre de Pruvot de Lab, c'est que il est vraiment dans l'université, les deux pieds dedans, mais il permet comme ça de vraiment partir et de savoir de quoi on parle en fait quand on parle d'animation. Et donc après, il permet de compléter le travail des amateurs et de compléter aussi ou de nuancer le travail des universitaires plus analytiques ou plus esthétiques. Et je pense que c'est un bon point d'entrée pour les gens un peu vénères qui veulent pas dire des bêtises sur l'animation et qui veulent un petit peu en faire l'histoire, quoi. D'autant qu'elle se prive pas non plus de faire de l'esthétique. C'est des passages assez curieux dans un premier temps, parce qu'on se demande où elle va. C'est après qu'elle ait pris ces 20 pages pour dire que les formes télévisuelles sont pas si éloignées des formes cinématographiques, par exemple, ou qu'elle soit revenue sur l'histoire de la Mushi Production, ou du succès soudain des téléviseurs couleurs lors des JO de Tokyo en 64, je crois. Et soudain, elle peut se permettre de faire des réévaluations esthétiques de formes qui sont assez dépréciées. Je trouvais que c'était quelque chose de vraiment assez précieux dans son livre. Dès le tout début, il me semble qu'elle le fait, alors je veux pas dire de bêtises, mais par rapport au court-métrage de Kenzo Masaoka, qui sont sortis à une époque où les États-Unis avaient une très forte influence sur la production, ne serait-ce que par qu'ils fournissent les moyens, qu'ils avaient un pouvoir décisionnel sur les productions. En faisant les bilans et en croisant les faisceaux de sources et de preuves, elle en arrive, je trouve, à des conclusions esthétiques qui sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont pas souvent ou rarement évoquées, quoi. Comme tu disais, Maud, ça va pas être les doxas qu'on va le plus entendre dans les communautés de fans, par exemple. C'est ce qui venait notamment nourrir ma curiosité. Tiens, tel film a l'air quand même vachement intéressant et j'en avais jamais entendu parler. C'est bien que tu commences à aborder Kenzo Masaoka, puisque je pense qu'on peut quand même revenir de manière plus chronologique sur l'ouvrage afin qu'on comprenne comment il est construit. Et sa construction, elle est vraiment bête comme chou, c'est-à-dire qu'on va partir de la genèse du studio et avec un contexte historique. Ensuite, on va voir l'émergence de l'animé, donc du coup qui va mettre en branle les principes de ce studio-là, le studio de la Toei Doga. Et ensuite, il va y avoir la fin du modèle qu'on identifie comme le manga Eiga, qui évidemment va être contrasté avec la deuxième partie et qui va emmener vers d'autres manières de voir l'animation au-delà de ce simple modèle de la Toei, notamment grâce au départ de nombreux créateurs de ce studio-là. Dans la première partie, comme tu le dis, on va aborder notamment les productions qui se sont faites après la Seconde Guerre mondiale, puisque l'animation japonaise a été mobilisée pendant la Seconde Guerre mondiale à des fins propagandistes, mais ce n'est pas le seul pays qui l'a fait. Rappel, les États-Unis ont énormément fait d'animation de propagande avec la série des privés de Snafu ou du fameux film où Donald est dans l'Allemagne nazie, qui a gagné un Oscar et que Disney essaye un peu de mettre sous le tapis puisque c'est littéralement Donald avec un uniforme nazi, peu importe. Donc dans les cendres de la Seconde Guerre mondiale et des productions japonaises, notamment Momotaro, le divin soldat de la mer, qui est par ailleurs un excellent film, mais qui est quand même bien connoté comme un film de propagande qui n'est pas du meilleur bord des axes de la Seconde Guerre mondiale, va être créé pendant l'occupation américaine, notamment avec le général MacArthur, des films qui vont exalter une morale occidentale, notamment la série des Tora-chan de Kenzo Masaoka, qui est un auteur qui a officié pendant la Seconde Guerre mondiale à des fins de propagande, mais également dans des films qui sont beaucoup plus doux et beaucoup moins dur en termes d'imagerie, même si bon, il a quand même fait l'araignée et la tulipe qui est bon un peu raciste dans son imagerie, peu importe, mais il va officier dans la série des Tora-chan avec à la fois une représentation des orphelins de la guerre et également de normes occidentales qui arrivent dans un Japon qui serait plus traditionnel, notamment dans l'organisation d'une cérémonie de mariage à l'occidental. Ça, c'est le contexte dans lequel naît la Toei, mais ce n'est pas exactement la Toei, puisque la Toei va naître par la suite et va se considérer comme, de manière très simple, une sorte de Disney de l'Orient. D'abord en formant plusieurs animateurs
à la réalisation de films. Notamment, on remarque l'émergence d'une figure telle que Yasuji Mori, qui deviendra très importante dans le studio ensuite, et l'embauche de quelques créatifs comme Hayao Miyazaki et Isao Takahata, et l'on verra que ces créatifs-là ne sont pas simplement des personnes qui débarquent là avec du baume au cœur. Non, c'est des personnes qui ont fait quand même certaines études universitaires, et que le studio va de prime abord chercher une sorte de prestige dans la manière dont des personnes vont être embauchées et vont se construire en tant qu'animateurs. Ce qui est assez étonnant parce qu'on s'attendrait par exemple à ce que ce soit plutôt des animateurs confirmés ou des personnes qui sont autodidactes dans l'animation, des personnes qui arriveront ensuite dans le studio qui seraient embauchées. Mais non, et ça montrera de manière assez évidente que le studio Toei Doga, en réalité, il ne cherche pas simplement à être un simple studio d'animation, il cherche à être un studio formateur qui va donner le là de l'animation japonaise et de certaines manières d'animer. Ça va se voir avec certains de leurs premiers films, notamment Le Serpent Blanc, dont je pense vous allez revenir en détail dessus, où il va y avoir des pôles, où il va y avoir des assistants d'animateurs clés qui vont être eux-mêmes assistants d'intervallistes, etc. Une manière de construire une hiérarchie d'animation avec animation principale, assistant et animation secondaire, donc du coup les intervalles, qui va créer tout un système qui ensuite va s'orienter vers une manière plus actuelle de faire l'animation avec l'instauration d'un directeur de l'animation tel qu'on peut l'avoir dans l'animation contemporaine. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire par rapport à cette découverte de l'organisation Made in Toei Doga. Ouais, moi j'aimerais bien réagir rapidement aussi sur ce que tu disais. Tu parlais du fait que la Toei, enfin la proto-Toei, qui se fonde grâce à des gens qui ont travaillé pendant la guerre dans le Japon impérialiste. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça permet aussi de faire des analyses plus larges sur le cinéma japonais dans son ensemble. C'est-à-dire que en fait, ce que fait la Toei est relativement similaire à ce que vont faire tous les autres studios à peu près de la même époque. C'est-à-dire que les Américains, quand ils arrivent, dans un premier temps, ils vont enfermer des criminels de guerre. Puis ensuite, ils vont les relâcher et les remettre à leur poste de responsabilité qu'ils occupaient auparavant, de sorte à bloquer l'avancée du communisme. Donc ça, Marie Prudhomme, elle aura l'occasion d'en reparler quand elle parlera des syndicats. Mais du coup, ça c'est chouette, c'est parce qu'on voit que le cinéma d'animation et le cinéma en prise de vue réelle, ils partagent une sorte d'histoire commune, du moins en termes d'industrie. En même temps, c'est pas absurde, puisque la Toei, c'est un studio de prise de vue réelle qui se dote d'un département en animation, mais du coup, il n'est pas absurde d'imaginer que les gens passent de l'un à l'autre ou qu'il y ait des liens entre les deux. Elle écrit aussi qu'il y a une grande porosité, en fait, beaucoup plus importante qu'on ne le croit, entre l'animation japonaise d'avant-guerre et l'animation japonaise d'après-guerre. Qu'il n'y a pas cette sorte de grande rupture en 1945 où l'animation japonaise, comme ça, renaîtrait, quand bien même ça serait quelque chose qui serait présent dans les discours officiels, évidemment, pour des raisons politiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant notre passé impérialiste, colonial ou raciste quand on est un pays qui a été colonial, impérialiste ou raciste, évidemment. Par exemple, quand elle parle de l'araignée et la tulipe, elle explique que les animateurs qui ont été responsables de ce film avaient eu l'occasion de voir probablement Fantasia dans une copie saisie par l'armée et d'en reproduire certaines techniques ou d'essayer d'en imiter certaines techniques. Et donc c'est chouette de voir que l'arrivée de l'Amérique ou des influences américaines, en fait, elle attend pas l'arrivée des troupes américaines sur le sol japonais, mais qu'en fait, elle arrive déjà par les films qui, malgré leur censure, arrivent quand même dans certains studios, arrivent dans certaines mains de certains gens, certaines personnes qui ont de l'argent et qui, du coup, peuvent les regarder, les montrer à leurs proches ou à leurs collaborateurs. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Souvent, on a tendance à séparer le cinéma japonais entre avant-guerre et après-guerre, qui fait sens d'un point de vue industriel, mais ce qui fait moins sens d'un point de vue esthétique et d'un point de vue des carrières. Et donc ça, c'était chouette qu'elle passe pas mal de temps à retracer finalement la carrière de toutes ces personnes. Et après, effectivement, il y a des choses de l'ordre du bouleversement dans les thématiques, mais pas forcément dans l'esthétique ou dans les techniques d'animation. Quand bien même, il y en a, parce qu'on a accès à plus de matériel, on a accès à d'autres choses qu'on peut acheter à droite à gauche, etc. Mais c'est plus les thèmes que va imposer la censure que la manière de dessiner qui va changer, ou même la façon de voir l'animation qui va changer. Elle revient beaucoup sur, par exemple, La Princesse à l'éventail de fer, qui est un film chinois, fait pendant la guerre aussi, qui a beaucoup influencé, a priori, les animateurs de cette époque-là. Donc ce qui est chouette, c'est qu'elle arrive à reconstituer comme ça toute une galaxie d'influences qui vient de Disney, qui vient des frères Fletcher, qui vient aussi des frères Wan, donc en Chine. Et donc c'est intéressant de montrer qu'il n'y a pas une forme de linéarité dans cette histoire-là, qu'il n'y a pas un cinéma japonais arriéré et fasciste avant 1945, puis qui ensuite devient un cinéma de propagande américain, puis ensuite devient le cinéma d'animation qu'on connaît aujourd'hui. Qu'il y a une continuité à la fois de l'esthétique, des techniques et des talents et des carrières dans toutes ces décennies-là, ce qui est intéressant, je trouve. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est ça,
c'est que j'étais consciente de la partie formatrice de la Toei Animation, mais pas à ce point. Et j'aime bien le moment où elle se met à parler des courts-métrages qui n'ont pas forcément vocation à être distribués ou à être vendus. Ça, je pense que ça peut en plus aussi être lié avec la manière de travailler pendant le Japon impérial. C'est-à-dire que quand les animateurs travaillent en fait sous la responsabilité des forces impériales japonaises dans les années 40, c'est l'État qui fournit l'argent aux studios pour travailler. Et en fait, après la guerre, c'est l'État américain qui donne les ressources aux animateurs japonais pour travailler. Donc en fait, il y a une forme de continuité dans la manière de se financer. Elle souligne le fait que les ambassades américaines ou que le ministère de l'Éducation jouent un rôle assez important dans le financement des premiers studios de la Toei, en commandant des œuvres qui vont pas forcément être largement distribuées, qui vont pas forcément être rentables, mais l'ambassade américaine achète un film. Les films dont tu parlais, les Tora-chan, etc., qui peuvent être commandés par des forces d'occupation, ce qui diffère finalement pas tant que ça de l'armée impériale japonaise en 41. Finalement, c'est de l'argent d'État, c'est de l'argent à but propagandiste, c'est pas la même type de propagande, elle est moins militaire. Et ce qui est intéressant également, c'est que je trouve que ça produit des films vraiment chouettes. Quand tu parlais de Disney de l'Orient, moi je pense que c'est une formulation qui est un peu galvaudée, et tu parlais de cette sorte de légitimité comme ça que va essayer d'obtenir la Toei. Elle souligne à juste titre le film Yumemi Doji, donc qu'elle appelle Le rêve de l'enfant en français, qui est dirigé par Koji Fukiya, qui est pas du tout un animateur, qui est un poète et un artiste plasticien, qui va du coup dans ce film-là faire plutôt référence à une peinture japonaise de l'estampe ou une peinture traditionnelle chinoise. Donc il y a effectivement cette idée de prestige comme ça, de faire appel à des artistes qui sont pas spécialement des artistes de l'animation, ou alors de faire appel à des universitaires, ce qui est assez intéressant. Et l'autre truc que moi j'aime beaucoup, c'est en fait les deux films, Les Graffitis du chat et Le Studio du chat, qui sont des films donc, de 56 et de 58 ou quelque chose comme ça, qui sont des films qui n'ont pas eu vocation à être montrés, mais qui en fait sont des films qui cherchent à faire travailler les animateurs. Et je trouve que non seulement ça se voit dans les films qui sont vraiment très très bien, mais qu'en plus j'aime bien cette manière de faire, et je pense que c'est encore quelque chose qui est présent dans l'animation japonaise aujourd'hui, cette idée d'apprendre par le travail. Je parle pas de méritocratie ou de macronisme là, je veux dire c'est vraiment une manière d'apprendre en faisant des séries, en faisant des œuvres, et en fait quand bien même elles seraient ratées ou réussies, on en fait une autre après, et en fait c'est très productiviste. Et c'est très capitaliste également, et je trouve que ça permet de donner une industrie qui est extrêmement foisonnante encore aujourd'hui, et qui fonctionne vraiment en donnant des essais à tout le monde. Alors voilà, toi t'as fait une bonne animation, donc on va te donner les rênes pour la réalisation de telle séquence, etc., etc. Et tiens, on va faire des courts-métrages. Il y a encore beaucoup de films aujourd'hui qui sont des films omnibus, où des animateurs vont faire des courts-métrages pour s'essayer à la réalisation. Et donc je trouve que ces deux films, Les Graffitis du chat et Le Studio du chat, sont vraiment hyper intéressants, non seulement parce qu'ils permettent de voir ce processus d'apprentissage à l'œuvre, et aussi parce que dans leur scénario même, en fait, ils vont être bourré de références au processus de travail des animateurs, à l'animation en tant que procédé technique et artistique et industriel. Et donc ça, elle y revient pas mal. Alors peut-être avec des analyses qui sont parfois un petit peu tirées par les cheveux, mais qui sont quand même assez pertinentes. Complètement d'accord. C'est une fois en fait que de remise en contexte de comment ces films ont été produits, de comment est-ce que tout ça a été mis en place, que tout de suite ça m'a intéressé, notamment parce qu'elle évoque un apprentissage par l'observation, ce que au Japon on appelle le minarai, où en gros les nouvelles recrues apprennent auprès des anciens qui ont plus d'expérience, ont plus de bagages. Ça pouvait passer par des travaux un peu fastidieux, comme recopier des manuels. Il me semble aussi un manuel de Preston Blair, qui est quand même C'est ça. un peu... Voilà, celui-ci. Ouais, c'est un peu le manuel qui est souvent cité par les animateurs qui essayaient de se lancer à cette époque-là, parce qu'il me semble qu'il n'y en avait pas 1000 non plus des manuels d'animation. Non, donc dès lors, voilà, il y a effectivement des choses qui communiquent entre les États-Unis et le Japon, pas seulement en termes de moyens, mais aussi en termes d'esthétique, de manière de faire de l'animation, d'en produire. Ce que j'avais déjà trouvé intéressant dans sa thèse, et ce qui se retrouve encore une fois là dans l'ouvrage, là, c'est une dichotomie qui est un peu facile, mais qu'elle va quand même souvent tempérer. C'est au sein du studio, il y a cette idée qu'il y aurait eu un peu deux écoles d'animation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on envisage de faire de l'animation. Il y aurait la version Yasuji Mori, et la version Akira Daikuhara. Mori étant plus vigoureux, plus détaillé, a tendance à un peu individualiser les animateurs en leur demandant de bien planifier surtout leur plan, tandis que Daikuhara... Daikubara. Mais dans le livre, je voyais qu'elle parlait de Daikuhara. C'est ça, hein? Dans l'index, c'est Akira Daikuhara. Alors attendez, parce que ça pourrait peut-être faire un petit segue sympa, nul. Oui, elle dit Daikubara. Petit segue nul, je t'interromps Alexandre, mais... Je reprendrai après, vas-y. Le livre est bien, etc. On en a dit plein de choses. Rapidement, le livre, il coûte cher, il coûte 30 €, et il est bourré de coquilles, et c'est très pénible. Il y a plein d'espaces qui se sont supprimés, et il y a plein de choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Typiquement, dans les tableaux. Par exemple, elle dit Daikuhara pendant tout le livre, et dans les tableaux, page 71, effectivement,
elle dit Daikubara. Il y a plein d'erreurs de ce type-là qui sont faites. Il y a plein d'autres petites imprécisions que j'avais repérées, je les ai pas toutes notées dans les tableaux, etc. Mais en fait, ça rend le travail extrêmement frustrant, dans le sens où on va avoir accès à énormément de sources et de travaux, et de tableaux, etc., et de choses un peu statistiques, mais qui sont déjà très mal exploitées par son raisonnement, parce qu'elle va faire des tableaux pour te dire quel nombre de spectateurs étaient venus voir tel film, sans jamais trop vraiment les convoquer et en faire quoi que ce soit, et en plus, sont pas forcément très fiables, j'ai l'impression qu'il y a des erreurs dedans. Ce qui fait qu'il y a des moments quand même où le livre, je trouve, doit être pris avec quelques distances. Et c'est assez dommage de voir ça dans un livre qui coûte ce prix-là. Je pense que c'est plutôt de l'ordre de la coquille que de la paresse intellectuelle, évidemment. Sauf qu'en fait, c'est des choses qui se voient à la relecture. Et je pense qu'on peut reprocher quand même au livre d'être assez cher, d'avoir une iconographie assez limitée, alors qu'il y a beaucoup de choses auxquelles elle a eu accès et qu'elle cite comme des références, notamment des images de multiplans et de machines que les gens utilisaient à l'époque, qu'elle aurait pu intégrer dans son livre. La maison d'édition a décidé d'intégrer des affiches originales des films dans son cahier central en couleur, ce qui, je pense, n'est pas très utile, alors que moi, j'aurais préféré, par exemple, voir des images des animateurs au travail auxquelles elle a visiblement eu accès. Donc il y a quand même beaucoup de choses frustrantes d'un point de vue de la méthode et de l'édition du livre, qui crée ce genre de petit quiproquo qu'on vient d'avoir, parce qu'effectivement, c'est Daikubara, et elle écrit Daikubara à certains moments, et ça met un peu le doute dans certains des détails qu'elle va soulever, parce que du coup, est-ce que l'erreur, elle est sur tous les Daikubara, ou est-ce qu'elle est seulement sur Daikubara? Enfin, du coup, d'où vient le problème, quoi. À sa décharge, je me rappelle quand moi-même je fouillais un peu des choses sur les différentes méthodes de management d'équipe, est-ce qu'on leur laisse faire des choses, est-ce qu'on leur laisse pas faire des choses, c'est souvent les noms de Mori et Daikuhara qui reviennent. Moi-même, j'ai appris qu'apparemment on devait plutôt dire Daikuhara et pas Daikubara. Petite parenthèse, ça m'énervait beaucoup que le texte ne soit pas justifié dans sa mise en forme. Pareil. Mais ça c'est vraiment tout personnel. Non, mais c'est assez dur, effectivement, quand on parle d'animation japonaise et qu'on va dans des sources qui sont des sources primaires comme ce qu'elle a fait, de pouvoir restituer des orthographes exactes, sachant que c'est des retranscriptions dans un alphabet qui n'est pas forcément celui d'origine, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont perdues dans les traductions multiples ou dans le temps, tout simplement. Donc voilà, faut mettre à sa décharge ça. Il y a une maison d'édition dont c'est le travail, c'est pas spécialement le travail de l'autrice de faire ça. Mais voilà, c'est quand même un truc que je voulais mentionner dans le bouquin. Non, tu fais bien. Une sorte de quand même relativement mauvaise qualité dans la mise en page intérieure. Pour reprendre sur Akira Daikuhara, donc tandis voilà que Mori serait un peu celui qui est le plus carré des deux, Daikuhara est vu comme plus dynamique, plus audacieux, allant plus vers quelque chose, si l'on veut, d'improvisé, quelque chose d'intuitif. Encore une fois, tout ça est à prendre avec des pincettes parce que dans les faits, on peut pas toujours improviser un plan de A à Z ou au contraire être parfaitement carré. C'est malgré tout intéressant quand on voit par exemple que Mori a comme assistant Yasuo Otsuka qui lui-même a fini par avoir dans ses collègues très proches Miyazaki et Takahata. Ça permet un peu de tracer certaines généalogies et peut-être aussi y voir des familles d'animateurs. Je trouve ça assez intéressant. Mais ça touche aussi à l'organisation de l'industrie, notamment dans sa départementalisation, avec l'adaptation japonaise des méthodes de production fordiennes, etc., qu'on appelle le toyotisme, avec des ouvriers qui sont plus responsabilisés, des unités de travail qui sont plus petites, une forte hiérarchisation. Il y avait une formation au travail et, semble-t-il, les formations n'étaient pas tout le temps les mêmes suivant les directeurs de service que l'on avait. Enfin, je devrais dire les directeurs d'animation, d'ailleurs, vu que c'est un poste qui a été implémenté aux structures de production, je sais plus, à partir de ces débuts des années 60 au sein de la Toei, c'est ça ? 63-64 avec le serpent à 8 têtes. Voilà. Après, elle revient là-dessus en expliquant que des gens, mais c'est ce que tu allais dire, je pense, comme Mori ou Daikuhara avaient de fait un statut de directeur d'animation qui était juste pas forcément nommé comme tel, et qui remplissait pas forcément les mêmes cases. Je vais peut-être faire une comparaison qui est un peu abusive. La manière dont elle en parle, en tout cas la manière dont je me rappelle qu'elle en parle dans le bouquin, font penser un peu comme les sages chez Disney, si l'on veut. Ils ont un statut assez important dans le studio. Ce qui est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve encore sur des animateurs aujourd'hui. Quand on lit des entretiens de Masaaki Iwasa, par exemple, on voit, et lui il raconte qu'il a appris de cette même manière-là. Et c'est ce qui est intéressant aussi, on fait peut-être un petit saut dans le temps là, mais c'est que actuellement l'animation japonaise, elle traverse tout un tas de choses, notamment une crise des animateurs, puisqu'en fait, avec les sous-traitances en Corée du Sud, en Chine, et la grande précarité des animateurs indépendants que les studios imposent, due à la très grande productivité des studios, les studios japonais ont de plus en plus de mal à former des animateurs japonais au Japon sur place, qui seront après des animateurs à responsabilité ou des futurs réalisateurs. Et du coup, ça pose des questions à l'industrie. Je suis sûr que l'industrie a trouvé des manières d'y répondre. Je suis pas au courant des différents développements qu'il y a eu là-dessus, mais c'est des choses qui sont encore présentes aujourd'hui, ces préoccupations de comment on va former les gens. Et la fin de ce système d'avoir des intervallistes maison, ça a créé aujourd'hui des problèmes de production
ce qui fait qu'il y a une certaine pénurie d'animateurs de premier plan en ce moment au Japon dans certaines séries qui sont du coup très chers et qui sont du coup limités à certaines séries qui ont beaucoup d'argent, et ce qui va créer des choses dans l'industrie qui se voient, des effets encore observables aujourd'hui sur cette structure-là. C'est une structure qui reprend la structure du film live, c'est-à-dire que quand on voit le film en prise de vue réelle, quand on voit la manière dont les cinéastes comme Akira Kurosawa ont commencé à travailler, ils ont commencé en tant qu'assistant réalisateur, en tant que parfois même acteur, et en fait ils ont gravi les échelons comme ça au sein des studios. Donc c'est vraiment un travail qui est très découpé, très hiérarchisé, et qui a cours également dans les studios de prise de vue réelle et dans les studios d'animation. Preuve de l'arbre, elle fait pas ce parallèle directement, mais elle explique quand même que les studios de prise de vue réelle de la Toei et les studios d'animation de la Toei étaient au même endroit, et que évidemment que ne serait-ce qu'en regardant par la fenêtre, ils ont été inspirés par des manières de faire, y compris dans les mouvements. Là, c'est plus esthétique, mais aussi d'un point de vue industriel. Effectivement, tout ce que vous dites est super intéressant. Et vous citiez justement ces premiers films de la Toei Animation, la Toei Doga, je veux dire. On remarque déjà justement ces premiers animateurs. Vous citiez évidemment les animateurs Yasuji Mori et Akira Daikuhara. Mais on verra que justement ces deux personnes-là vont officier ensuite lorsque l'animation japonaise va traverser son renouveau, c'est-à-dire quelque chose comme 5 ans après la production des films officiels dans le territoire. Après la sortie du Serpent Blanc, qui est le gros film, le gros succès du Japon, qui est censé lancer Toei à l'étranger, ce qui sera jamais vraiment le cas avant les années 80 et la télévision, justement. Dans les années 60, va arriver un petit robot qui s'appelle Astro, qui va envahir les téléviseurs japonais et qui va créer un vrai renouveau dans l'animation du pays, puisque ça va être l'arrivée de l'animation limitée, et pas simplement l'animation limitée telle qu'on peut la connaître façon pierre à feu, mais vraiment une animation limitée à la japonaise, c'est-à-dire une animation qui va faire de l'animation en 3, c'est-à-dire répéter 3 dessins au lieu d'en répéter 2 sur 24 images, donc animé en, je ne sais pas, mes multiples 8 images pour 24 secondes. Dans tous les cas, ça va créer une animation très saccadée, très cheap, qui va déplaire à certains acteurs de la Toei Animation, de la Toei Doga, voulais-je dire, comme par exemple Hayao Miyazaki, qui va voir avec dédain le travail de Tezuka sur ses films. Mais il n'empêche que la Toei va vite se nicher dans cette lignée de production et va notamment enclencher 2 séries. Hustle Punch de Yasuji Mori, qui va durer très peu de temps, et Ken, l'enfant de la jungle de Daikuhara, qui va lui s'étendre sur des centaines d'épisodes et qui va justement proposer une sorte de duel entre ces 2 animateurs stars qui vont être au plus haut poste de l'animation et qui va montrer la victoire de la spontanéité contre celle de l'animation plus ronde et gentille, qui est évidemment un constat qui ne tient pas quand on connaît réellement les grosses productions de la Toei, celles qui marcheront le mieux, puisque en réalité Yasuji Mori, je pense que c'est l'animateur qui est l'animateur le plus représentatif de ce qu'était le manga Eiga, puisque avec des productions aussi singulières telles que Wanpaku Oji no Orochi Tachi, le petit garçon et le serpent à 8 têtes, je crois, qui va proposer un graphisme qui est beaucoup plus anguleux et coloré, différent du modèle qui a été instauré par les films de Taiji Yabushita, celui qui a réalisé Le Serpent Blanc, premier film d'animation en couleur, etc. Et va ensuite vraiment définir l'identité du studio avec son rôle extrêmement important sur le chat Beauté, qui est peut-être un des plus gros succès de la Toei de cette époque-là, et qui va même définir le logo du studio. Donc c'est amusant que, à travers, on va dire, une sorte de prisme un peu idiot d'une sorte de guéguerre qui se vaut sur la télévision, on va remarquer que, en réalité, l'animation en film va quand même rester assez importante pour la Toei, à part presque égale, même si ça va partir de sources différentes, beaucoup plus occidentales que réellement totalement asiatique et japonaise. Et c'est à ce niveau-là, je trouve, que cet entre-deux est intéressant. On va dire que ça va être un entre-deux entre tradition et modernité. Le point tradition et modernité du podcast est arrivé, qui, je trouve, est rendu très intéressant par l'explication qu'en fait Pluvo de l'Âpre, même si je trouve que lorsqu'elle aborde des angles plus esthétiques, ce qui est quelque chose qui arrive dans cette partie de manière assez importante, ça se prend un peu plus les pieds dans le tapis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis assez d'accord avec toi, Simon. Les analyses esthétiques de Marie Preuve de l'Âpre, elles m'ont moins marqué.
Je me rappelle de toute une partie, notamment dans la partie 2, je crois, où il y a des rapports entre l'estampe japonaise, la peinture traditionnelle et l'animation de la Toei, qui je trouve en plus, après avoir vu les films, c'est pas si pertinent que ça. Un des points de grand désaccord que j'ai avec elle, c'est que elle va essayer de diviser la période qu'elle étudie en deux. Une première époque, donc du serpent blanc jusqu'au dragon à 8 têtes, et une deuxième époque qui se poursuit dans les années 70, qui en gros on pourrait l'arrêter au Chapeauté ou n'importe quel autre film des années 70. Et elle définit une première période qui serait plutôt basée sur cette vocation à être un Disney de l'Orient, donc de s'exporter donc, dans le monde entier. Alors sachant que je pense que là, il faut faire un petit rappel historique qu'elle fait d'ailleurs en partie. Déjà, petit fun fact, le film Le Serpent Blanc, il a une ligne dans les cahiers du cinéma de 1962. La ligne dit marrant, ça. Disney inanimé. Voilà, point à la ligne. Je ne sais pas qui l'a écrit en juillet 1962, une ligne. Donc autant dire que le film n'a pas cartonné d'un point de vue critique. Les 3 premiers films, Le Serpent Blanc, Sasuke, l'enfant samouraï, donc le petit samouraï, ou Magic Boy en anglais, et Le Voyage vers l'Occident, ou Alakazam the Great en anglais, sont des films qui se sont exportés assez mal, qui ont été relativement charcutés par les monteurs et les remonteurs et les distributeurs américains. Et donc cet objectif de Disney de l'Orient, il n'a pas été vraiment réalisé, du moins pour l'Occident. Après, ce que moi j'aimerais bien dire, c'est que cette politique-là, je trouve qu'elle devrait être, et d'ailleurs elle en parle, l'export, c'est pas spécialement, je pense, à destination des pays occidentaux, mais aussi à destination de l'Asie dans son ensemble. Et ce qui explique d'ailleurs les choix des thèmes. Donc du serpent blanc, qui est une légende chinoise traditionnelle. Dans Sasuke, le petit samouraï, les décors évoquent beaucoup la peinture traditionnelle chinoise. Et dans Le Voyage vers l'Occident, c'est Le Voyage vers l'Occident, donc c'est quand même un classique de la littérature chinoise également. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit esthétiquement parlant, quand on regarde le serpent blanc, moi ça me fait beaucoup penser à des films de la Shaw Brothers, et notamment aux collaborations de la Shaw Brothers avec les studios japonais, notamment L'impératrice Yang Kuai-fei de Mizoguchi, qui est un film destiné à l'export asiatique en fait, pas spécialement à l'export international, malgré tout ce qui a pu être dit en France sur les volontés d'exportation des films japonais, évidemment qui souhaitaient être exportés en Occident parce que c'est un marché et que c'est des gens qui sont capitalistes. Donc plus on peut vendre nos films, plus on est heureux. Mais par contre, je pense que voilà, il faut pas se braquer sur l'appellation Disney de l'Occident. Je suis pas sûr que la Toei avait comme vocation de concurrencer Disney aux États-Unis sur son propre terrain, bien qu'évidemment elle se serait pas privée si l'occasion s'était présentée. Après, moi, je suis pas trop d'accord sur cette division qu'elle fait entre adaptation d'œuvres classiques de l'imaginaire asiatique et adaptation plus occidentale. Parce qu'en fait, dès 62 ou 63, il y a quand même les aventures de Simbad, qui est quand même une sorte d'adaptation donc d'un conte des Mille et une Nuits ou de Ali Baba. Je sais pas exactement d'où vient le conte original. Les Mille et une Nuits, ouais. Ouais, ça vient des Mille et une Nuits. Il y a aussi un Ali Baba et les 40 voleurs un peu plus tard. Je trouve que la distinction, elle est pas si claire en fait. En tout cas, moi, j'ai du mal à la voir en termes de choix de sujet. Je trouve qu'il y a quand même une sorte de continuité, qu'il y a une porosité entre cette première période et cette dernière période. Voilà, je suis moins convaincu par cette sorte de distinction de tout ce qu'elle écrit sur la provenance des sujets. Par contre, je crois que je vois une vraie distinction esthétique entre le serpent blanc et le chapeauté. Ou poté. Beauté. Merci DreamWorks. Et là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui est très très différent. Et t'as raison, Simon, de le souligner. Franchement, les premiers films, jusqu'à Le Dragon à 8 têtes, ils ont une forme de rigidité, à la fois dans leur mise en scène, dans leur cadrage et dans leur animation, que moi je trouve super, hein, à certains moments. J'aime beaucoup Le Voyage vers l'Occident et j'aime beaucoup Le Serpent Blanc. J'aime moins le Sasuke, le petit samouraï, l'adaptation de l'intendant Sancho aussi, qui a été faite, que j'aime un petit peu moins, et les contes de Simbad, c'est pas mal. Le Chapeauté, quand on regarde Le Chapeauté ou Les Joyeux Pirates de l'Île au Trésor, il y a un côté hyper foisonnant dans l'animation et dans la mise en scène, mais qui vient aussi de la fragmentation du travail, mais qui aussi, je pense, est le signe d'une plus grande maturité du studio, en fait, qui disposait de plus de talent, de plus de personnes formées. Et pour Le Chapeauté, il me semble que le storyboard a été fait à 3 mains, c'est-à-dire qu'une personne avait la première demi-heure, une personne avait la deuxième demi-heure et une personne avait la troisième demi-heure. Et en fait, ces personnes-là, donc, dont Miyazaki, hein, je crois, qui a fait le storyboard de la troisième partie, avaient presque le champ libre pour faire le storyboard. Et donc, en fait, cette manière de travailler, je pense qu'elle ne pouvait pas être faite au moment du Serpent Blanc, puisqu'on était encore dans une phase de formation de beaucoup d'animateurs et de talents. Et donc, en fait, plus tard, dans les années 70, puisque la série d'animation était passée par là, puisque ce que dit Pruvot de Lapre aussi, et ce qui est intéressant, c'est que le passage par la télévision, c'était pas du tout quelque chose qui était forcément vu d'un mauvais œil par les animateurs eux-mêmes, parce que c'était aussi vu comme un moyen d'expérimenter et d'accéder à des postes à responsabilité. Takahata, il a commencé la réalisation dans Ken l'Enfant Loup en réalisant des épisodes, donc il a pu tester des choses. Et ça lui a permis ensuite de se coller à la réalisation d'œuvres plus prestigieuses, entre guillemets. Donc c'était aussi un espace d'expérimentation, et la télévision, je pense, a permis largement ça,
et a permis du coup l'ouverture du style dans ce qu'on voit plus tard avec le chapeauté, qui est clairement beaucoup plus vif dans son animation et même dans sa structure narrative, dans ses gags, etc., à des films beaucoup plus plats, notamment, franchement, Sasuke le petit samouraï, c'est d'une platitude infinie, quoi. Par ailleurs, les personnages humains de ce film sont d'une laideur que je trouve absolument insupportable. On dirait des gobelins, c'est vraiment nul. Voilà. Mais par contre, j'adore ce qu'il y a dans les premiers films. Attention, je repars dans mon tunnel. Dans ces premiers films de la Toei, avant le dragon à 8 têtes, il y a quelque chose d'assez fascinant dans ces premiers films-là, notamment au début de Sasuke le petit samouraï. C'est qu'il y a beaucoup d'animaux qui reviennent tout le temps, les mêmes types d'animaux avec donc toujours l'ours et une sorte de belette. Il me semble d'ailleurs, peut-être Alexandre t'as pris des notes là-dessus, mais il me semble qu'elle associe les différents animaux à différents animateurs, qu'elle associerait plutôt l'ours à Mori, une forme de force et de pesanteur dans les mouvements de Mori qui se retrouverait dans les mouvements donc, du panda et de l'ours dans... C'est dans le serpent blanc. C'est ça. Tout à fait, ouais. Et il y a le même genre d'ours dans à peu près tous les autres films aussi. Et il y a un truc qui, moi, me plaît beaucoup dans le début du Petit Samouraï, de Sasuke le Petit Samouraï, c'est que les 10-20 premières minutes ont presque pas de parole, et c'est juste les animaux qui se baladent et qui jouent, et qui racontent une histoire, mais par onomatopée. Et il y a quelque chose d'assez brillant là-dedans. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a un côté très ludique dans l'animation, et où peut-être que là, les unités ont pu s'amuser à s'exprimer différemment sur certains personnages, sur certaines séquences, et à pas mal se libérer. Et donc c'est assez chouette à voir dans ces premiers films-là, et je pense que ça tend à disparaître dans les films suivants, où il y a moins de petits épisodes comme ça déconnectés, d'épisodes ludiques, un petit peu de digression complète, où on va juste voir un ours et une belette se taper, alors qu'il y a ça dans le serpent blanc, quoi. Il y a une bagarre entre le panda et le cochon, qui est quand même très très drôle, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis, je trouve. Ce que j'aime bien dans cette partie-là, et c'est au crédit de Pruvot de l'Arbre, c'est qu'elle va pas totalement s'attarder sur les grandes figures. C'est-à-dire que en réalité, si, elle s'attarde énormément sur les grandes figures, mais pas sur celles auxquelles on penserait tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne parle pas tant que ça de Miyazaki et Takahata. On en parle évidemment de manière extensive, mais pas forcément à égalité, mais d'égale manière à d'autres animateurs importants du studio Toei Animation, Toei Doga, décidément. Ce qui est chouette, c'est que de fait, on ne revient pas sur les quelques films auxquels on a d'habitude accès, c'est-à-dire Halls, Prince du Soleil, peut-être un peu Le Chat Botté et Le Serpent Blanc, mais on va revenir justement sur Le Petit Garçon et Le Dragon à 8 têtes, et sur d'autres œuvres, en essayant de construire les tendances qui peuvent se jouer dans ce studio-là. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est quand même très très intéressant. Moi, ce qui m'a d'autant plus intéressé, c'est toute la dernière partie qui va plutôt parler de la fin d'un modèle, en décrivant notamment des choses qui sont très très proches de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et à ce niveau-là, je vous engage à écouter notre épisode qu'on a fait avec Agathe Preslin sur The Illusion of Life. On revient notamment sur les grèves qu'il y a pu y avoir chez Disney, où il va y avoir des choses assez similaires dans les années 50, notamment avec l'apparition d'un syndicat d'animateurs, où vont se jouer justement une différence de statut entre les intérimaires et les salariés, notamment avec une revalorisation du travail, etc., etc. Et notamment dans les années 70, un licenciement massif dû à l'échec de certains films et notamment au départ de grandes figures du studio comme Yasuo Otsuka, qui est un animateur qui a été un mentor de Miyazaki, Isao Takahata, et notamment Yasuji Mori, qui est quand même, comme vous avez pu l'entendre, une des figures les plus importantes du studio Toei Animation, Toei Doga à ses débuts. Je pense que c'est à ce niveau-là que le livre est pertinent, c'est que il a su quand même saisir une période de fin, quoi, comme une sorte de rise and fall presque livresque, mais sans, évidemment, le storytelling. Peut-être que ça aurait rendu le livre plus digeste pour certains, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien les livres universitaires. Et il y a toute une partie où justement on va revenir sur la volonté des animateurs de créer un héritage. Et on comprend d'autant plus pourquoi des personnes comme les animateurs du studio Ghibli veulent à tout prix conserver cet héritage du manga eiga, c'est-à-dire que c'est quand même avec ces films-là que s'est créée une histoire de l'animation. Et il y a toute une partie où justement on va revenir sur des publications créées par des animateurs qui vont être à destination des intéressés et notamment créés par des animateurs, qui va faire comme un passage de flambeau qui, je trouve, est intéressant à une époque où justement c'est assez concomitant au moment où va s'intensifier la production dans des pays comme la Corée et la sous-traitance.
À ce niveau-là, du coup, des magazines comme Anido ou même Animage, qui est le magazine dans lequel est publié Nausicaa de la vallée du vent, que ces magazines-là existent pour perpétuer cet héritage de l'animation traditionnelle telle qu'elle a été envisagée, on va dire, à ses débuts, entre guillemets. Moi, je trouve ça vraiment touchant et moi, ça m'a plu quand même de lire cet ouvrage-là, rien que pour arriver à cette conclusion en fanfare. Précise en fanfare, parce que pour un Rise and Fall, je trouve pas ça déprimant du tout. Oui, mais souvent dans le Rise and Fall, il y a le c'est-à-dire- Rise Again. C'est ce que je veux dire. Exactement. C'est sans doute ce qu'on connaît le mieux, étant donné que un marché est apparu, il y a une compétitivité qui s'est mise en place, il y a eu des échanges entre des studios, ne serait-ce qu'entre la Toei Doga et la Mushi Production. L'apparition aussi et l'intégration des animateurs en freelance qui a rabattu un peu les cartes, bien que ça implique des difficultés pour nombre d'animateurs pour leurs revendications, pour leurs conditions de travail. En tant qu'amateur d'animation, je peux pas m'empêcher d'être quand même un peu réjoui de voir qu'il y a des voix discordantes qui apparaissent et qui se manifestent quoi, dans tout ça. Et c'est dans sa dernière partie, j'étais très content de lire Marie Prevot-Delâtre évoquer des figures comme Yoshinori Kanada, le studio 4 degrés par exemple avec Koji Morimoto. C'est des figures qui pour moi sont très très importantes dans l'animation japonaise et qu'elle les réinscrivent dans cette histoire-là comme si l'on veut, une conséquence concrète de l'implosion un peu du studio sur la fin, l'implosion du modèle souhaité et défendu du manga Ega. Je trouve ça très réjouissant, d'autant que des figures en plus comme Yoshinori Kanada, on en parlait un tout petit peu au début, mais sont très très importantes pour les amateurs d'animé, étant donné que Kanada est un peu érigé comme pas seulement par les amateurs, mais également par les professionnels, nombre d'entre eux même, comme... comment il s'appelle, Imaishi par exemple, tout le studio Trigger et le studio Gainax se réclament de... Donc Kanada, il a été connu comme faisant un des dieu animations. de l'animation. C'est ça, il est mort assez jeune et il a fait des animations de science-fiction, entre autres, il est connu pour ça, et notamment pour ses reflets et sa manière de gérer les lumières et les ombrages de manière assez géométrique, avec par exemple des étincelles qui vont refléter la lumière d'une certaine manière, des perspectives qui vont être reprises dans Gurren Lagann par exemple. C'est ça. Donc lui et Itano, avec le fameux Itano Circus. Ichiro Itano, ouais. Ichiro Itano avec le fameux Itano Circus, donc, qui consiste à animer des vaisseaux spatiaux dans l'espace qui vont éviter de nombreux missiles. C'est des animateurs comme ça qui ont un très très grand héritage auprès de l'industrie encore aujourd'hui, quoi. Et je te laisse poursuivre, excuse-moi. Non, mais tu fais bien de m'interrompre parce qu'au final ça nourrit ce que je dis et tu permets de repréciser. Effectivement, il y a tout ça, il y a les poses aussi qui sont très très importantes chez Yoshinori Kanada, des poses un peu stylées, un peu badass, souvent on penserait maintenant à des JoJo Bizarre Adventure ou des choses comme ça. De voir que la culture animée n'est qu'une histoire de porosité, de glissement plus que de rupture et de segmentation comme ça hyper arbitraire. C'est là aussi que le livre est très intéressant, c'est qu'il permet de faire ce déroulé-là et de se rendre compte que du fait de contraintes qui sans doute ont été très malheureuses et ont dû être affreusement brusques au moment où elles sont intervenues, elles ont occasionné des expérimentations, notamment quelque chose moi qui m'intéresse beaucoup et me plaît beaucoup, c'est l'idée que l'animation limitée japonaise ne serait pas nécessairement qu'une privation, elle pourrait être aussi l'occasion de faire une sélection. Un autre universitaire que cite Prevot-Delâtre qui s'appelle Sheo Wigan, qui parle d'animation sélective, donc c'est-à-dire de répartir différemment dans les 24 images sur lesquelles on ne peut en dessiner que 8 lorsque vraiment on est sur une production fauchée. L'apparition de ce genre de techniques et d'usages se sont faites aussi dans des moments où sans doute les animateuristes devaient un peu redoubler de ressources, d'inventivité et pas seulement se reposer sur le minarai pour pouvoir produire quelque chose. Il y a un passage intéressant dans le livre par rapport à ce que tu dis là sur l'animation limitée, Alexandre, où elle va compter le nombre de plans qu'il y a dans tel premier épisode de Astro Boy et telle séquence qui dure le même nombre de minutes dans un film ou dans une série de la Toei, où elle va dénombrer 150 plans dans la minute 20 de Astro Boy et 50 dans la minute 20 du Serpent Blanc. C'est pas le Serpent Blanc, j'ai oublié le film dont il est question, mais dans cette autre œuvre. C'est pas justement Ken, l'enfant Ken sauvage, ouais. L'enfant sauvage. En tout cas, elle fait un comparatif très factuel. Elle évoque la multiplicité des points de vue dans Astro Boy. Tu vois, tu te poserais pas nécessairement cette question-là. J'aime trop ça dans le livre qu'elle s'attarde sur ce genre de choses. Je vous invite à voir le premier épisode d'Astro Boy. Effectivement, c'est un petit peu choquant aujourd'hui quand on le regarde. Il y a vraiment un côté limité. C'est-à-dire que quand on dit animation limitée, on parle d'animation limitée et pas du tout comme l'animation limitée qu'on connaît aujourd'hui dans l'animation plus moderne, qui est encore limitée bien entendu, mais qui
est devenue beaucoup plus compétente pour le masquer via tout un tas d'outils, peu importe. Mais les premiers épisodes de Astro Boy ont un style qui tranche énormément avec les styles des films de la Toei. Donc effectivement, il y a une vraie distinction. Mais par contre, effectivement, elle fait pas de jugement qualitatif. Déjà, elle dit pas Astro Boy c'est moche. Astro Boy, effectivement, c'est moins animé en termes de mouvement. Par contre, en termes de plan, de richesse des cadres, de richesse des points de vue, de dynamique dans le montage, c'est beaucoup plus riche. Et ce qu'elle dit, et ce qui est intéressant, c'est que les animateurs de la Toei étaient intéressés par ça en fait. C'est-à-dire qu'elle nuance vachement le propos du passage de la Toei à la télévision comme une forme de capitulation d'un modèle face à un autre. Elle explique que le passage à la télévision, c'était quelque chose qui était déjà probablement dans les cartons depuis longtemps, puisque en fait la première série de la Toei Animation arrive très rapidement après Astro Boy. Alors à cette époque-là, les gens travaillaient très rapidement, donc il est possible d'imaginer qu'en voyant Astro Boy, la Toei s'est dit « Ah, il faut absolument qu'on fasse notre propre série » et sorte sa série, mais en fait, ce qu'elle explique elle aussi, c'est que il était probable que les séries étaient déjà un petit peu en cours de pré-production au moment où Astro Boy sort. Déjà parce que Tezuka était passé par la Toei, et donc que les idées avaient certainement communiqué à ce moment-là, et ensuite parce que la télé était un marché qu'il fallait occuper d'une manière ou d'une autre, et qu'il est étonnant qu'un producteur ne se soit jamais posé la question. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vraiment montrer qu'il y a une envie chez les animateurs de la Toei Animation, à l'époque d'Astro Boy, qui pourtant est considéré comme étant relativement laid, etc., ou mal animé, peu importe, par des animateurs à l'époque, notamment Miyazaki, mais en gros, la sortie de cette série Astro Boy, ça n'a pas révolté le monde de l'animation de la Toei, au contraire, ça les a intéressés. Ils se sont dit, ah ok, c'est mal animé peut-être, mais en même temps, ils font des choses que nous, on fait pas chez nous, et j'aimerais bien faire aussi ça. Et ce qui est chouette, c'est que la Toei, après, a fait des séries où c'est exactement ce qui s'est passé, ils ont testé des nouvelles choses. Et donc, j'aime bien la Toei comme un laboratoire. Et d'ailleurs, elle s'y attarde également, en expliquant que la Toei payait moins ses animateurs que Mushi Production qui est le studio de Tezuka qui du coup fait Astro Boy, mais les formait. Et donc en gros, la Toei formait les animateurs, puis après Mushi Production les débauchait en leur donnant un meilleur salaire, et la Toei recommençait à former des animateurs et se faisait débaucher par la Toei. Mais je pense que si la Toei a continué à faire ça, c'est qu'elle était consciente de son statut aussi, de centre de formation et de centre d'expérimentation. Et il y a un truc assez noble et assez chouette, et ça se voit un peu dans les films en plus. Mais d'autant que c'est pas seulement, je pense, tu parles de laboratoire, mais il y avait aussi, même on pourrait aller vers là, il y avait presque une dimension d'observatoire. Tu dis que les animateurs de la Toei étaient attentifs à ce qui se faisait à la Mushi Production, ils étaient aussi attentifs à ce qui se faisait un peu partout dans le monde, et ils pouvaient être attentifs à ce qui se faisait en Russie. On connaît l'intérêt des animateurs de la Toei pour les films de Paul Grimaud, pour les films de Norman McLaren, qui est venu au Japon, avec qui ils ont interagi. C'est pas des bêtes de somme, c'est aussi des artistes qui, s'ils sont à des échelles basses de la production, malgré tout, restent constamment dans l'auto-formation. C'est aussi ça. Par la formation des équipes, ça crée une dynamique comme ça, et qui tend à aller vers, si l'on veut, de l'innovation, en tout cas de l'expérimentation. Ouais. Pour peut-être conclure sur le livre, je trouve ça intéressant que sa dernière partie revienne sur quelque chose qui pourrait être un constat sombre, puisque on remarque une animation qui serait peut-être dans ses balbutiements, qui serait ouverte vers un horizon peut-être incertain et balbutiant et protéiforme, pour se resserrer vers une forme de segmentation genrée, avec l'apparition de séries vraiment destinées à des filles, des séries réellement destinées à des garçons, avec quelque chose de l'ordre du média mix, notamment avec les séries adaptées de Go Nagai, Mazinger Z, qui va à la fois publier un manga et en même temps publier l'animé comme deux produits dérivés qui se font la promotion l'un de l'autre, même si le média mix, ça arrive bien après, hein, c'est quelque chose qui vient de la Kadokawa, mais on remarque quand même les prémices de ces choses-là chez la Toei. On remarque aussi l'apparition de projections qui ressemblent un petit peu aux matinées américaines, avec des films qui sont entrecoupés de petits courts-métrages qui sont tirés de séries justement diffusées à la télévision, qui là aussi vont dévaluer un petit peu le côté film pour être une sorte d'événement. Mais toutes ces choses-là, en réalité, ça n'est jamais réellement un problème pour elle en tant que chercheuse. Et justement, elle finit en disant que, en fait, Ghibli, c'est pas forcément totalement l'héritier du manga Eiga, parce que le manga Eiga s'était ancré dans un temps assez défini, et que Ghibli, en réalité, il fait quand même du Ghibli, il fait pas du la Toei Animation. Les films comme Le Joyeux Pirate de l'Électro de Trésor a évidemment un rapport très évident avec les scènes burlesques des films de Miyazaki, mais ça reste quand même une entité qui est assez précise, ça reste ancré dans des adaptations de contes à l'occidental. Et
Surtout, on remarque aussi que dans les films qui sont cités, notamment dans le renouveau du cinéma en live action, ça va être certes des remontages de séries, comme par exemple Yamato, la série Yamato qui va donner aussi ensuite Albator, qui est beaucoup plus connu en Occident. La série Yamato, qui est souvent, peut-être faussement, mais à qui on attribue souvent la naissance du style de l'animé, tant que animé télévisuel, entre guillemets, laid, mais productif et diffusé à la télé et très rentable. Et plutôt aussi destiné à un public plus adulte, il me semble. C'est pour ça, il me semble que ça n'a pas été un grand succès. À la télé, non, et au cinéma, oui, plutôt. Exactement. En gros, c'est les remontages comme Gundam. La série a eu plus de succès en salle via son remontage. Mais notamment en continuant justement sur une œuvre adaptée de ce mangaka, on remarque dans un film comme Galaxy Express 999, qui est réalisé par un auteur qui est dans l'entre-deux, qui est Rintaro, qui est un auteur qui est quand même un peu je dirais pas un yes man, mais quand même quelqu'un, on lui file un projet, et bien il accepte, et parfois sa personnalité ressort plus ou moins. Il a d'ailleurs commencé comme coloriste sur Le Serpent Blanc. Ce type a une carrière longue comme le bras, oui. c'est impressionnant. Ouais, c'est très très long. Et on remarque des films termites totalement imprévisibles, tels que le X de Clamp, qui est une sorte de rêve fiévreux, totalement halluciné, avec un scénario très très minimaliste, tout en ressemblant vraiment à un shonen de combat le plus générique possible. Je trouve ça intéressant quand même que de ce système qui est très hiérarchisé, ciblé, etc., arrive à percer des personnalités comme justement Rintaro, qui se retrouve aussi dans le cinéma en prise de vue réelle d'ailleurs, pour rejoindre ce qu'a dit Maud auparavant. C'est à ce niveau-là, je trouve que le livre, même si on se concentre sur la Toei Doga, je trouve que c'est un livre qui est une célébration de l'animation japonaise dans toutes ses singularités, et c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça qui est beau. Et moi, je voudrais reprendre rapidement sur ce que tu disais. On parlait tout à l'heure, Alexandre, tu parlais de glissement vers une autre manière de faire de l'animation qui n'était pas forcément aussi claire. Moi, plutôt, je parlais du glissement entre l'avant-guerre et l'après-guerre qui n'était pas si clair aussi. Quand on lit ce livre, en fait, c'est ce qui se passe quand on fait un travail universitaire sérieux, je pense, et quand du coup, Marie Prouvé-Delapre fait un travail universitaire sérieux, c'est qu'on se rend compte que les dates clés, les termes, les mots qu'on utilise, les grandes catégories, elles sont utiles pour des critiques, pour des cinéphiles, pour des articles journalistiques, mais qu'elles sont aussi pleines de limites et de raccourcis. Moi, par exemple, ça m'a fait penser au réalisme poétique, par exemple, le terme de manga eiga. Dire que c'est une catégorie qui existe, qu'on a décrit, autour de laquelle on a discuté, mais qui est difficile à définir quand on y revient de manière un petit peu plus précise. Et ce qui est intéressant, ce que tu disais, Simon, tout à l'heure, c'est que, par exemple, Kaneda, c'est l'animateur star par excellence, et c'est surtout l'animateur star, moi, je trouve, que j'associe, peut-être que c'est une erreur que je fais, mais moi, je l'associe beaucoup à l'esthétique animée. C'est-à-dire que c'est un animateur de robots géants, qui fait des flashs, qui fait des combats, qui fait des perspectives déformées, etc. Donc, il est hyper animation limitée friendly, il est hyper animé corps, et pourtant, il travaille énormément avec Miyazaki sur le Château dans le ciel, par exemple. Et d'ailleurs, quand on regarde Nausicaa de la vallée du vent, ça ressemble énormément à d'autres œuvres beaucoup plus proches de la science-fiction japonaise pour otaku, et donc de ce qu'on pourrait considérer comme une forme d'animé aussi. Donc en fait, quand on se penche un petit peu plus sur qui travaille sur tel film, d'où vient le cinéaste, à qui s'adresse tel film, en fait, on se rend compte que la différence entre Ghibli, Madhouse, Bones et Ufotable aujourd'hui, elle existe, elle est là, il y a un style, etc., mais elle n'est pas si visible que ça. Et ce qui est aussi une des limites du livre. C'est-à-dire que moi, pendant que la lecture du livre et au visionnage des films, et quand je regardais la filmographie après de la Toei, je me suis dit, mais quelle est la cohérence en fait entre tous ces films, si ce n'est qu'ils ont été faits par la Toei, mais en fait c'est toujours le problème qu'on rencontre quand on s'intéresse à un seul studio japonais d'animation. Il y a toujours des anomalies au sein des productions, parce qu'en fait le studio il fait des commandes, il fait des projets qui lui tiennent plus à cœur, il a des animateurs qui sont embauchés à plein temps chez eux, ils ont des animateurs en freelance, ils ont des intervallistes, et en fait c'est impossible de dire la Toei faisait ce style de film, parce qu'en fait les gens de la Toei ils sont partis à un moment, ils sont revenus à un autre, les animateurs ils travaillaient à droite à gauche, et c'est pareil dans le film de prise de vue réelle. Un des designers de costumes des films de Godzilla, il travaillait sous son vrai nom à la Toho pour les films de Godzilla, et sous un pseudonyme à la Daiei pour les films de Gamera. Et du coup, c'est infernal. Il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de possibilités d'aller d'un studio à l'autre. Par exemple, Rintaro, il est allé à Mushi Productions et il a fini à la Toei. Non, attends, je confonds Rintaro. Non, Rintaro, il me semble qu'il a travaillé de manière assez proche avec Osamu Tezuka, non ? Il a été à la Mushi Pro, il me semble, Rintaro, oui. Donc Rintaro, c'est typiquement la personne qui commence à la Toei, qui passe à Mushi Pro pendant les années 70-80 et qui revient dans les années 80 faire des longs métrages et qui après, de toute façon, devient freelance et travaille dans beaucoup de choses. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, Simon, c'est que ce livre, il a le mérite de souligner une des différences, je pense, de l'animation japonaise avec d'autres systèmes d'animation industriels qu'on peut avoir en France ou aux États-Unis. C'est cette sorte de foisonnement
perpétuelle et de bifurcation constante. Et il y a des graphes qui existent comme ça en ligne, si vous voulez regarder, tel studio a été fondé par exemple la Toei et Mushi Productions, et ensuite la Mushi Productions s'est scindée en deux, a fait Tatsunoko, puis a fait Sunrise, puis après il y a eu machin, et on l'a observé par exemple avec Gainax, qui a donné Trigger, qui a donné Kara, et qui aujourd'hui, Gainax disparaît, mais il y a en fait l'intégralité des gens qui étaient chez Gainax qui sont ailleurs. Et c'est comme ça une histoire qui s'écrit en permanence, et qui est pas du tout aussi binaire que ça, parce qu'en fait Hideaki Anno, typiquement avec Evangelion, il adore Miyazaki, donc les deux réalisateurs sont amis, ils travaillent ensemble dans les films de l'un et de l'autre, mais en même temps, Anno, il est extrêmement geek, nerd et otaku, et très proche de la culture animée de Osamu Tezuka, de Leiji Matsumoto, de Galaxy Express, et donc en fait c'est chouette aussi que ce livre-là, il parte d'un postulat qui a l'air binaire, et qui a l'air simpliste en disant on va regarder les manga eiga. Nous trois, je pense qu'on a grincé un petit peu en se disant manga eiga, attention, est-ce que ça existe? Et en fait, finalement, elle arrive à cette conclusion. Elle n'est pas du tout là pour juger et pour asséner des grandes directions à ce que devrait ou ce qu'aurait pu être l'industrie. Elle décrit une évolution qui est assez organique et qui, je trouve, moi, me fascine aujourd'hui dans l'animation japonaise. En tout cas, ce côté très foisonnant, très organique, constamment réinventé. Mais on peut quand même tout le temps tisser une sorte d'héritage. Parce qu'en fait, aujourd'hui encore, il y a des animateurs qui doivent se réclamer de Mori d'une manière ou d'une autre, et je trouve ça intéressant que ces animateurs se sentent obligés de se mettre dans une lignée particulière. Et je pense que le terme manga-eiga, finalement, c'est plus le symptôme de cette manière de travailler, une réalité artistique et économique de l'époque, en fait. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde la filmo de la Toei, qu'il y a 5 manga-eiga. Il y a le Serpent Blanc, Sasuke le Petit Samouraï, les contes de Simbad, l'intendant Sancho, et puis peut-être le Dragon à 5 têtes, et les Voyages de l'Occident, et que après, dès qu'on arrive déjà vers le Dragon à 8 têtes, Horus Prince du Soleil, et le chapeauté, on arrive déjà sur des formes qui sont plus proches de l'animé, qui sont plus plurielles et qui sont moins manga-eiga-esque qu'on ne pourrait le croire quand on regarde un petit peu plus près à la manière dont c'est animé, au style graphique qui sont employés. Et donc j'ai l'impression que le terme de manga-eiga, comme le réalisme poétique, il a été fabriqué un petit peu après pour s'insérer dans une histoire, mais c'est ce que font l'animation japonaise tout le temps, et c'est ce qu'on observe avec la Gainax, avec Miyazaki, mais en fait avec aussi Mori, qui se réclamait probablement de tel animateur de Disney, de tel film de russe, de La Reine des Neiges, de Grimaud, etc. Je parlais tout à l'heure de gros groupements d'animateurs qui ont mis en avant et qui ont revu certains films. Et je pense qu'il y a une question qui se pose aussi et qui est le symptôme de notre vision de l'animation japonaise actuelle, je pense au Japon et en France également, c'est que ces films-là, s'ils n'ont pas d'animateurs glamour comme Miyazaki, on n'y a pas accès. Et en fait, il y a un gros problème de disponibilité des films d'animation japonais de patrimoine et des séries d'animation japonaises de patrimoine. Elles sont pas forcément sous-titrées en anglais ou en français, elles sont pas forcément disponibles dans des qualités DVD ou même Blu-ray ou même VHS. Donc en fait, il y a un vrai travail archéologique à faire aujourd'hui pour retrouver les films, pour avoir l'occasion de les voir et pour les comprendre. Et je pense que ça crée aussi des biais chez nous, en France, ou en Amérique, ou au Japon peut-être aussi, qui font passer certaines œuvres pour plus importantes qu'elles ne le sont réellement. Parce qu'en fait, cette œuvre, comme Le Serpent Blanc par exemple, elle a été mieux conservée et puis elle a été vendue comme le premier film d'animation japonais en couleur. Mais en fait, cette appellation, elle vaut pas grand-chose. Et en fait, moi, j'aimerais beaucoup qu'en France, aux États-Unis, on ait des Criterion qui éditent des mangas eiga en Blu-ray, en restauration, avec des sous-titres professionnels, accompagnés par des préfaces ou des introductions ou des livrets de spécialistes, pour qu'en fait, on ait accès à cette époque de l'animation japonaise, qui est en fait les années 50 à 70, voire 80, pour trouver les films, pour trouver les séries dans des qualités décentes, c'est quand même compliqué. Et il y a un très bon coffret DVD de Wild Child à une quinzaine d'euros qui existe avec Le Serpent Blanc, Horus Prince du Soleil, Le Chapeauté, Les Joyeux Pirates de l'Île au Trésor, Qui est la Petite Peste, Phénix, L'Oiseau de Feu et Le Roi Lion Léo, qui est un coffret qui n'a pas beaucoup de sens éditorialement parlant, mais qui a le mérite de mettre à disposition ces mangas eiga-là. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on parle beaucoup plus facilement du Chapeauté et de Les Joyeux Pirates de l'Île au Trésor et du Serpent Blanc, mais parce que ces films, ils ont été édités en France, en DVD, avec des bonus, édités en salle, en DCP, avec des 35 mm, et que ces films-là, ils ont été mis à disposition un jour. Et qu'en fait, ça crée une histoire en France et une lecture de l'histoire particulière, et qu'il est important, en tant qu'amateur et en tant que distributeur, de redécouvrir ça. Et c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Il y a eu un petit peu Belladonna et Les Nuits et Cléopâtre, qui sont des films de la Mushi Productions qui ont été réédités. Mais en fait, il en faut beaucoup plus. Aujourd'hui, on peut discuter énormément de l'animation japonaise des premiers temps, mais on peut se baser sur 10 films. Et c'est pas assez du tout, en fait. Il faudrait avoir accès à 100 films pour, je pense, faire une histoire vraiment cohérente. Et ce que Pruvot de Lapre a fait, en fait, aussi. Elle est allée au Japon, elle a vu les films. Elle est allée voir les expositions, elle a vu les storyboards. Et c'est ce qui nous permet, par proxy, par procuration, de finalement accéder à un bout de cette histoire exhaustive grâce à son travail, qui même, elle,
reconnaît qu'elle a eu des difficultés à accéder à certains épisodes de certaines séries par ailleurs. Avis de recherche à la communauté Lost Media. Exactement. Bon, sur cet appel, je propose qu'on passe aux recommandations. Les recommandations, comme vous le savez peut-être ou pas, c'est nos petits coups de cœur du moment. Pourquoi ne commencerions-nous pas par Alexandre ? Alors je vous préviens, ça va être la minute gauchiasse. On enregistre présentement donc le 7 janvier 2025, le jour de la mort de monsieur Jean-Marie Le Pen. Et je ne peux pas m'empêcher de recommander un film que je trouve vachement important, qui s'appelle À propos de l'autre détail de René Vauthier, qui était sorti en 1985, qui est un film qui regroupe un nombre assez important de témoignages de victimes de torture de la guerre d'Algérie. Donc bon, c'est un film qui est très dur à supporter dans la durée, d'autant que c'est un film qui est très simple dans sa forme. On est sur une succession de têtes parlantes, mais qui racontent des choses vraiment effroyables. Et certains de ces témoignages portent sur le lieutenant Le Pen. Et c'est assez rare pour le noter, parce que ça arrive pas souvent. Le film avait servi de pièce à conviction lors du procès pour la défense du journal Le Canard enchaîné et de son procès du procès en diffamation pour lequel ils avaient dû se défendre. Il a été très compliqué à distribuer et à diffuser, étant donné qu'il y a une loi d'amnistie qui était sortie en 1963 qui interdisait l'utilisation d'images pouvant nuire à des personnes ayant servi pendant la guerre d'Algérie. Bonsoir, tout va bien. C'est un film que vous pouvez malgré tout voir, il n'est pas invisible. On n'est pas sur un Lost Media là. Vous pouvez le voir sur YouTube, vous pouvez aussi le trouver sur Cinémutin. C'est un site de VOD où il y a beaucoup de cinéma politique, de films sur l'histoire sociale et l'histoire des luttes. Donc bon, si vous vous sentez d'humeur militante, n'hésitez pas. Et on voit, il me semble, au début de ce film également un témoignage de René Vauthier, du réalisateur, qui explique qu'il en était rendu, bon, il a toujours été un petit peu flibustier sur les bords, c'est peut-être son côté breton, mais qu'il avait dû cacher ses archives personnelles, donc tous ses rushs, dans un fort, je ne sais plus où précisément en Bretagne, fort qui avait été débusqué par des militants d'extrême droite qui ont du coup brûlé une partie de ses archives personnelles de peur que des informations encore plus compromettantes ne sortent sur leur maître à penser. Voilà, c'était ma recommandation de gauchiste. Maud ? Moi, j'ai retrouvé ma recommandation, mais je vais pas la faire finalement. Je voulais vous recommander The Color Within de Yamada, qui est un film qui est vraiment très chouette, mais voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous le recommander. Par contre, recommandation étrange, c'est vrai que ça m'est revenu j'ai regardé avec ma copine il y a pas très longtemps. On a regardé la saison 4 de True Detective, Night Country avec Jodie Foster. Et ça faisait assez longtemps que j'avais pas vu une série américaine classique traditionnelle, je veux dire HBO-esque ou Netflixienne, aussi qualitative, aussi bien écrite et aussi bien finalement réalisée, même si la réalisation elle est assez sobre. C'est une histoire donc d'enquête en Alaska, au nord de l'Alaska, là où la nuit tombe pendant 3 à 6 mois à certaines périodes de l'année. Et donc l'enquête se passe au premier jour de la nuit. Il y a un meurtre assez mystérieux de plusieurs scientifiques qui vont être découverts à demi enterrés dans la glace, et s'en suivra du coup toute une sorte d'enquête qui implique à la fois les mauvaises pratiques d'une mine qui contamine l'eau et l'environnement en général avec tout un tas de produits chimiques, et aussi l'interaction que cette mine va avoir avec les personnes originaires de cette région, donc on appellerait les Indiens, mais ce qui n'est pas le cas, enfin les personnes qui vivaient là avant la colonisation. Le tout avec un petit peu de surnaturel et une forme de bizarrerie, enfin on sait jamais trop, enfin il y a une sorte de fantôme qui viendrait d'esprit, etc. Et je trouve la série hyper maligne dans sa manière de faire tourner les relations des personnages autour de leur travail. C'est-à-dire que les personnages vont jamais vouloir communiquer les uns avec les autres, mais vu qu'ils travaillent tous à la police, et bah du coup ils sont obligés de parler puisqu'ils sont dans la même voiture pendant des heures en fait, et du coup ça fait avancer le scénario comme ça. Et ça fait que ça crée une série où il y a très très peu de temps mort, y compris dans les intrigues entre les personnes et dans l'intrigue principale de l'enquête. Et enquête qui par ailleurs, et je trouve assez fun à suivre, c'est vraiment une série bien faite de ce que propose le cinéma américain, de studio commercial, dans ce que ça a de plus convenu, mais dans ce que ça a de plus réussi également. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une série aussi bonne. Je pense que la dernière fois que j'avais vu une série anglo-saxonne de cette qualité, ça devait être Fleabag, que j'aimais aussi énormément. Et du coup, je vous encourage à la regarder. Ça se regarde sans forcément avoir suivi les 3 saisons précédentes, que j'aime pas beaucoup par ailleurs. Et je trouve ça hyper fun et rigolo. Et c'est pas trop un whodunit non plus. C'est plutôt une série, une sorte de buddy movie avec des meufs et tout. C'est assez chouette.
De mon côté, je vais faire une bonne et une mauvaise recommandation, pas parce que c'est des bons et des mauvais objets, plutôt qu'il y en a un qui est déprimant au possible et l'autre qui est une bouffée de joie indescriptible. La première recommandation, c'est la BD L'Enfant Insecte de Hideshi Ino, un auteur de manga horrifique qui n'est pas vraiment dans un style tel qu'on pourrait l'entendre quand on entend horreur. C'est plutôt des espèces de petits contes macabres assez tristes. Et celui-là est d'une tristesse infinie. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est rejeté de tout le monde et qui se retrouve à côtoyer les insectes. Mais un jour, un insecte le mord et il finit par devenir un mélange entre un petit garçon et un insecte et se retrouve chassé de sa maison par sa famille. Et ça va être juste la déshumanisation progressive d'un enfant qui a été privé d'amour toute sa vie. C'est déchirant. Moi, j'ai trouvé ça très, 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 très beau, en fait. Et ça prouve que l'horreur à la japonaise n'est pas que de l'héros-gourou extrêmement flippant, ça peut être aussi des choses beaucoup plus perturbantes et beaucoup plus tristes. L'héros-gourou, c'est extrêmement perturbant, mais ça peut être aussi des choses qui sont très très mélancoliques. Et c'est ce qui m'a plu dans ce conte, qui ressemble aussi au manga de Kazuo Umezu, dans le côté un peu outrancier de certaines situations et de le côté conte cruel qu'on peut retrouver dans les parties les plus tristes de Devilman de Gonagai. Et ma deuxième recommandation, c'est un film qui s'appelle Dusty Stacks of Mom, The Poster Project, qui est un film de Jodie Mack, une animatrice américaine, qui va montrer le commerce de sa mère de posters et de cartes postales, et qui va les animer de manière très amusante, avec une profusion de signes et de couleurs, qui va montrer comme une sorte de rêve pop, un hommage finalement au travail de sa mère, qui est un travail qui est finalement simple, mais qui a une joie intrinsèque de la collection d'images et du plaisir qu'on a à voir ces images-là. C'est un film qui a pas une force de discours qui est extrêmement forte, mais c'est un film qui, je trouve, transmet bien la joie de la collection d'images, la joie de la vision d'images et comment ces images-là peuvent nous animer et même les images les plus pop et basiques peuvent être des formes qui habitent nos vies durablement. Et bah, moi, c'est aussi simplement un film musical très léger, rigolo et cocasse que je trouve un bon moment. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, n'hésitez pas. C'est catégorisé comme expérimental, mais rassurez-vous, c'est très accessible, surtout si vous connaissez l'anglais et que vous comprenez les paroles de la chanson. Voilà, en intervalle, c'est terminé. Je remercie Croquis pour le logo, le Calvin Ball Consortium pour l'hébergement. D'ailleurs, sachez que si le podcast vous a plu, vous pouvez donner au Patreon du Calvin Ball pour pouvoir financer d'autres merveilleux podcasts que vous pouvez consulter sur le site du Calvin Ball Consortium. N'hésitez pas à laisser des bonnes notes, à aimer le podcast sur YouTube et à nous laisser des commentaires. De savoir qu'on est écouté, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, ciao et bon vent!